Vous écoutez À suivre sur Arte Radio. Flash. J'ai 10 ans. Mon père est mort il y a quelques mois. Je suis avec ma mère dans le salon de notre appart à Boulogne. Elle est super souple. Alors je lui demande de me montrer l'étendue de ses capacités. Elle s'assoit en tailleur dans la position du lotus. J'essaie de l'imiter mais j'y arrive pas. Elle fait le pont. Je la trouve incroyablement géniale. Moi aussi j'ai pas mal fait le pont. En soirée. Mon héroïne. Un documentaire d'Audrey Bissonnier-Chazal, réalisé par Charlie Marcelet. 2e épisode. L'amour du risque. Ma mère a donc passé pas mal de temps au Laos, un peu avant ses 25 ans, comme beaucoup de jeunes dans les années 70. Elle fuyait son milieu aristocrate du 16e arrondissement. Là-bas, elle s'est beaucoup défoncée. Opium, héros. Et d'après son grand ami Gérard, elle gagnait sa vie en donnant des cours de français. Il y a quelqu'un qui doit en savoir davantage sur le voyage initiatique de ma mère au Laos. C'est Inès, ma tante, l'une des 3 sœurs de maman, celle dont elle était la plus proche. Avec Philippe, son mari, elle m'a recueillie quand je me suis retrouvée toute seule. Tout va être enregistré? Ouais. Oh là là. Ah bah oui, mais on va pas le faire 150 fois. Donc c'est fait une fois et t'auras plus jamais à le redire. Ouais, mais je Tu veux pas sais. te mettre dans ton canapé? Bon, enfin, tu te mets où tu veux d'ailleurs. T'es prête? Prête, j'en sais rien, je suis prête. Alors, est-ce que tu te souviens de ce qu'elle racontait de son voyage ou pas? Non. Si ce n'est qu'elle a eu que des problèmes, ouais. Et qu'elle a déconné, beaucoup. Elle a besoin de droguer tout le temps et que c'est un paradis là-bas. Donc elle faisait n'importe quoi, elle me l'a dit, ouais. Elle t'a dit quoi, exactement? Prostitution. Elle me l'a dit, ouais. Elle m'a dit, tu sais, j'avais pas d'autre choix, voilà. Donc pour une dose, elle faisait n'importe quoi. Quoi? Elle devait se donner pour un rapport. Et elle avait une dose. Ah, Ouais. Elle n'a pas dit... non. Mm. Parce que Gérard, il m'a dit que là-bas, Sandra, elle a été danseuse nue. Mhm. Prostituée, elle aussi. Et c'est elle qui l'a entraînée, soi-disant. Mais elle n'a pas dit qu'elle faisait ça tout le temps. Elle faisait ça ponctuellement pour avoir de la drogue. Ah ouais. Oui, non, c'était pas qu'elle était dans la rue. Non. Elle faisait pas le trottoir. Non, Oui. Bon, bah. non. Elle a dit, j'étais obligée. Mais elle te l'a dit quand, ça? Quand elle a commencé à savoir qu'elle allait pas bien. Elle a commencé à parler beaucoup, ouais. Avant, non, elle n'en parlait pas. Je croyais qu'elle était prof de français. Même ça, dans sa tête, oui. Ouais, Mais c'est ce que Gérard m'a dit aussi. ouais, c'est ce qu'elle disait, oui. Peut-être que c'est vrai, peut-être quand même. Il y a même l'oncle Patrice qui a été obligé de la rapatrier, hein, parce que ils ont dit, faites quelque chose là, hein. On va la mettre en prison. Alors maman affolée, elle a appelé l'oncle Patrice qui était ambassadeur et il l'a fait rapatrier. Elle était sur un bateau où il y avait que des toxicos et compagnie. Et elle avait plus de papiers, elle avait plus rien parce qu'on lui avait piqué ses papiers. Ça a commencé à sentir le roussi et elle est rentrée. J'ai honte. J'ai envie de tout arrêter. Je crois que je préfère ne rien savoir. Et puis ma fille, Mao, je lui raconterai des bobards. Ça vaut mieux que ça, non? Bonjour, ça va? Ça va? Ouais. Oui. Je suis pas allée au café au goûter. Je sais, je viens te chercher avant. Mais pourquoi t'es toute blanche sur le visage? Le goûter. Mais c'est pas l'heure. Bah si, le goûter. Flash. Encore un. C'est pas Mao que je vois. C'est moi. Je dois avoir 4 ans. On marche toutes les deux en riant.
Elle a un si beau sourire. Je raconte ma journée. Rien ne peut m'arriver. Un souvenir hyper banal et joyeux. Et vas-y, raconte-moi un truc de ta journée. J'ai fait pipi sur les nuages. Sur les nuages? Oui. C'est étrange parce que c'est dans les moments simples et cool avec Mao que ça m'arrive. Et ça me rend super triste. Mais ça va. Ça va, maman. Alors, qu'est-ce que tu voulais quand t'es allée voir Inès? Nicole, c'est ma super voisine. Elle est devenue la grand-mère d'adoption de Mao. Elle la garde quand j'ai des coups de blues. Qu'est-ce que tu voulais savoir? Je voulais des détails sur la vie de ma mère. Et j'avoue que j'ai pas été déçue. Ouais. Dit-elle en riant, ouais. Elle est rassurante et psy. Ça tombe bien, non? Tu sais, je t'avais dit qu'elle elle était soi-disant prof de français en Asie, mais bon, elle a aussi apparemment été un peu prostituée. C'est que là-bas, c'est beaucoup de monde qui le fait. À commencer par Marguerite Duras. Ah oui? Être blanche en Asie et sortir avec un asiatique, qui en général était plus riche que toi, c'était de la prostitution. Elle faisait ça pour l'argent, Marguerite Duras. Elle le raconte sans que les mots prostitution soient dits. Enfin, tu vois. J'avoue que la nouvelle m'a un petit peu fait mal. Je me suis dit, oh putain. Oui, putain. Voilà. C'est... Et en même temps, après réflexion, je me dis, elle avait 20 ans. c'est tout. C'était avant moi et qui je suis pour la juger. Non, il n'y a pas à juger en plus. C'est pas un... Moi, ça ne me choque pas, par exemple. Elle est belle, elle se fait payer au lieu de coucher sans se faire payer. Il y a quelque chose de sordide et de pathétique dans ces révélations. Mais je peux pas m'empêcher d'éprouver de la tendresse. Elle devait être tellement paumée, tellement seule. Et puis, moi aussi j'ai fait de la merde avant d'avoir Mao. J'espère qu'elle m'en voudra pas pour ça. Puis après, elle a fait un trafic avec des lettres et tout ça, et c'est comme ça qu'elle s'est fait piéger. Mais de quoi? Vas-y, raconte. Quelqu'un là-bas qui envoyait des lettres, et dedans, il y avait de la drogue. Et puis, tu sais comment les postiers sont, ils fouillent tout. Et c'est là que les policiers sont arrivés chez maman, disant « Votre fille fait un trafic ». On est tous tombés des nues. Alors... Gérard a lui aussi fait un petit trafic de cartes postales. Il m'explique comment concrètement ça se passait. C'était des cartes postales qui se défaisaient en accordéon. Au cutter, tu évidais le milieu et tu mettais un petit sachet de 10 grammes à l'intérieur. D'accord. Et là, Gérard me raconte que ma mère ne s'est pas du tout arrêtée aux cartes postales. Elle s'est maquée avec un minet friqué de la bande, Olivier Le Guillon, le premier amour de maman. Il avait le même prénom que mon père. Olivier avait essayé d'acheter de l'héros à Bangkok, mais c'était super dangereux. Il est tombé sur une bande de Chinois avec 4 ou 5 mecs debout avec des sabres à la main. Ça, dans un film, tu dis ça, c'est pas vrai. Donc, on avait décidé de repartir au Laos. Tous les deux ont eu la folie des grandeurs. Et là, je découvre en détail un énorme trafic d'héroïne organisé entre le Laos, la Thaïlande et Paris, en passant par Lido Music, le plus gros disquaire des Champs-Élysées. Avec toute une combine d'envoi de disques dans des boîtes à Lido Music, où ils expédiaient des disques dans le monde entier. Et ils en recevaient du monde entier. Et ils avaient une technique, ils avaient fait des conditionnements spéciaux pour ces disques, sauf que dans les montants, ils arrivaient à foutre 200 ou 300 grammes de poudre. D'accord. C'était de la pure à 90%. C'était aussi pur que ce que fabriquaient les Marseillais 20 ans avant. Et là, Olivier a commencé à avoir du fric pour monter un autre système avec des mules qui faisaient Bangkok-San Francisco et qui chiaient leurs boulettes à San Francisco. Ah ouais.
En fait, avec ma mère, ils étaient bien ensemble à cette Et, époque-là. ah oui, ils étaient bien ensemble. Ah ok, d'accord. Et donc elle, c'était genre la femme d'un grand trafiquant d'héros, quoi. Ce qui a été chopé à la douane, parce que pour bien ils se sont fait choper, ça représentait 90% de la quantité d'héros de l'année 75, à Roissy. Et comme souvent dans ce genre d'histoire, on passe par la case prison. Ta mère a dû aller le voir quand il était à la santé. Ouais. Elle lui a amené de la poudre. Non. Si, dans des livres. Elle défaisait les couvertures de... Elle a été quand même... Elle était gonflée, hein. Ouais. Elle lui a amené au parloir, dans les couvertures de livres, des petits paquets où il y avait, je sais pas, 1 gramme ou 1,5 gramme de poudre. C'est super bizarre d'imaginer ma mère en complice d'un trafiquant d'héroïne. En plus, je me souviens très bien de lui. Par la suite, il est devenu ami avec mon père. Il venait souvent à la maison. Je l'aimais pas avec sa moustache et ses petits bras. Je trouvais qu'il était beaucoup trop présent. Il s'est fait choper une 2e fois, et c'est là où ta mère À rencontrer a mon père. rencontré ton père. « 1988. Notre appart au 11e étage. Mon père se balade sur la rambarde de la terrasse. Il joue au funambule. Je le regarde. Et je suis partagée entre la peur de le voir tomber et la fierté devant sa façon de défier la mort. Et moi, aujourd'hui, j'ai le vertige. Il était comment, mon père, lui ? Bien, charismatique, très sûr de lui, très rayonnant. Toutes les filles, elles tombaient dans ses bras. Imagine, il était dans la photographie. Très joyeux, très agréable, très bon vivant. Moi, j'étais contente hein, quand elle m'a présenté ton père. Je me dis, elle est sauvée. Ma sœur est sauvée. Puis après, elle me balance qu'ils se sont connus dans un escalier chez un dealer. Je me souviens, un soir d'été, on est tous les 3 sur la terrasse de notre appart à Boulogne, et je leur demande comment ils se sont rencontrés. Ils me racontent un coup de foudre dans une fête. J'ai fait le constat que finalement, les toxicos, c'était des menteurs. Et ils sont prêts à voler père et mère. Ils ont volé et pillé tout le monde hein, pour leur drogue. Qu'est-ce qu'elle a fait ? C'est horrible. 2 fois, elle a fait des coups. Alors Inès, ma tante, me raconte que ma mère a travaillé pour elle dans son agence de voyage. Je me souviens très bien de cette période. Elle allait bosser tous les jours, normalement. Mais en fait, avec elle, rien n'était normal. Là-bas, elle a volé du cash, fait accuser quelqu'un d'autre à sa place et détourné de l'argent. Robert me convoque, il me dit, il y a un truc très grave qui se passe dans la boîte. Ta sœur fait des avoirs, des remboursements, des avoirs, des remboursements. Elle offre des billets à tout le monde et tout ça. Il y avait 40 000 $. Alors maintenant, il faut rembourser. Et papa et maman ont payé. Et il n'a pas fait de plainte et elle a été licenciée. Et là, je lui ai dit, tu m'as trahi. C'est dégueulasse. Ouais, mais tu comprends, j'étais en manque, faut comprendre, je suis toxico, je suis une malade, faut me comprendre. Je dis non, là, elle est trop loin. Et quand elle travaillait, tu voyais qu'elle était Non. toxico ? Ça se voyait pas ? Non, pas du tout. Non, elle simulait très bien. Et moi, je la croyais. Tu sais qu'il n'y a pas plus menteur qu'un toxico. Hein. Puis il y a eu la valse des passeports. Ton père Et là, je découvre que mon père et Olivier, l'ex de ma mère et trafiquant, falsifiaient des passeports pour qu'Olivier puisse passer les frontières sans se faire choper. Un jour, il s'est fait choper à la frontière et il avait le passeport de ton père. Et Olivier a pris 1 an de prison en Belgique, sous le nom de mon père. J'imaginais des héros magnifiques, et je découvre des petits voyous sans envergure prenant des risques de malades, et tout ça pour de l'héroïne. Puis une fois que tu es dans le piège de l'héros, tu ne fais plus que ça. Je travaillais toute la journée. Dès que j'arrêtais de travailler, la première chose que je faisais, c'est de chercher de l'héros. Et c'est tout. Et ceux qui ne travaillaient pas, ils cherchaient de l'héros toute la journée. Ou le moyen de s'en procurer. Parce qu'il fallait du fric. Le plus dur à entendre, là, c'est que j'étais dans leur vie à ce moment-là.
T'apprends des choses? Bah ouais. Trop? Non. Parce que je voudrais pas non plus que tu sortes destroy. Tandis que moi, ça me rumine tellement, tu sais, c'est tellement... Je dis, mais en plus, je l'adorais et tout, et j'aimais pas ça, j'aimais Comment pas. tu pouvais l'adorer en fait? Bah, je crois que l'amour, tu sais, c'est pas raisonné, hein. C'est ça, Elle avait l'amour. des qualités en dehors d'être Bien une sûr, petite bien sûr, bah magouilleuse oui, de merde. Bah oui, mais là, non, j'aimais pas. Mais elle mentait tellement bien quand elle me dit avec ses yeux, parce qu'elle était angélique. Moi, je suis sans filtre, hein, mais c'est toi qui l'as demandé. Hein. Oui. Bon, t'es sûr, tu vas pas m'en vouloir. Non. Une nuit, on est en 86 ou 87. J'ai 5-6 ans. Je me réveille dans notre appart de Boulogne. Il y a un silence étrange. C'est comme si le silence m'avait réveillée. Je suis seule. J'ai peur. Je prends mon peignoir, mes chaussons roses, et je descends dans la rue. Je les cherche dans les restaurants où ils ont l'habitude d'aller. Je colle ma tête contre les vitrines, mais je les vois pas. J'ose pas entrer, je suis en chaussons. Alors je rentre chez moi, paniquée, j'ai même pas pris les clés. Et là, un très grand monsieur m'arrête. Me ramène chez moi, enfin, plutôt chez la concierge de notre immeuble. Mes parents m'ont récupérée dans la nuit. En fait, ils étaient sortis faire la fête sans rien me dire. Et c'est pas arrivé qu'une fois. Ils étaient comment, comme parents, en dehors d'être... Ah, ils étaient bien. Comment ça, bien? Ils étaient attentifs, ils étaient gentils, affectueux. Ah non, j'étais même soulagée. Je me dis, ben voilà, Sylvane, elle est sauvée par sa fille. Bon, ce qui m'a un peu moins plu, c'est quand elle a raconté l'histoire qu'on t'a retrouvée en chemise de nuit dehors et que ça la faisait rigoler. C'est pas drôle du tout. J'ai dit, c'est grave. Tu as de la chance hein, qu'elle n'ait pas disparu. Mais sinon, ton père était vraiment en extase devant. Sylvane était en extase devant toi. Voilà, et toi, tu sautillais dans tous les sens. Tu étais contente, heureuse. Ça se voit sur les photos. Tu n'avais pas l'air malheureuse. Tu as vu les photos? J'arrive pas à comprendre. Mais il y en a quand même quelques photos. Ouais, mais en fait, j'arrive pas à comprendre comment... Comment c'est possible d'être des parents géniaux tout en étant obsédés par la défonce? Il y a un truc qui colle pas. J'étais quand même peut-être pas au centre de leur préoccupation. Non. T'étais avec nous et ils t'emmenaient partout, tu ne posais pas de problème, c'était normal. Il n'y avait rien de particulier à dire. Tu suivais le mouvement. Ils étaient normalement attentifs pour qu'il ne se passe rien. La preuve, c'est qu'il ne s'est rien passé, il n'était rien arrivé. Bah, ils m'ont quand même un peu laissé tomber à un moment donné. Hein. Quand est-ce qu'ils t'ont laissé tomber? Bah, quand ils sont morts. Ah bah oui, non, mais ça, c'est sûr. C'est sûr. Mais avant, non. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous avec normal? Y a rien de normal dans tout ça. J'aimerais les insulter, les secouer, leur hurler dessus. Dire à ma mère qu'elle aurait mieux fait d'avorter, c'était légal en 81. Moi, j'ai avorté 6 fois avant d'avoir Mao. Je me sentais pas prête à aimer un enfant, pas prête à m'en occuper. Elle s'est même pas posé la question. Elle a continué à se défoncer, peinard. Bon, c'est bon, Mao. Je l'emmène faire du poney au parc Monceau. C'est moi sur le poney. J'ai 3-4 ans. On est au Champ de Mars. C'est là que nous vivions. Ma mère me tient la main et m'accompagne tout au long de la balade. Je suis fière, elle est si belle. J'ai peur de rien. Et pour moi, elle sera toujours là. Je crois que ma rage, elle vient de mon incompréhension. Je comprends pas leur choix. Je comprends pas qu'ils aient pas arrêté de se défoncer pour moi. Je comprends pas qu'ils aient pris le risque de m'abandonner.
Comment elle était quand elle était petite, maman? Ah, trop mignonne. Une petite fille drôle, enjouée, charmante. Ma mère était la petite dernière d'une fratrie de 5 enfants. Vraiment la petite gamine dont on rêve. Avec elle, j'ai des bons souvenirs, contrairement à mes 2 autres sœurs. Ouais, nous, on était un peu comme les deux mains, quoi, ensemble. Tu te souviens la photo où il y a quelqu'un qui est passé qui a fait les 5? La photo des 5. Lesquelles, qui ont l'air toutes joyeuses et tout, c'est ta mère et moi. Donc peut-être que eux, les 3, ont déjà conscience de la situation qui n'est pas si drôle que ça, quoi. En tout cas, un couple qui ne devrait pas être un couple. Dans la famille de ma mère, il y a un secret que tout le monde connaît, mais dont personne ne parle. Moi, je l'ai su assez jeune, mais c'est comme si j'avais occulté cette info. Et en parlant avec Inès, ça me revient comme un boomerang. Attention, c'est compliqué. Ma mère était donc la dernière d'une fratrie de 5 enfants. Seul l'aîné, le garçon, est le fils légitime de son père, mon grand-père, Jacques. Les 4 filles, elles, ont des géniteurs différents, mais ont été reconnues par mon grand-père. Capiche? Et quand est-ce que vous avez su pour vos différents pères? Moi, je pense que j'avais 7 ans, mais ça m'a rien fait. À 7 ans. Ouais. Mais j'ai même pas posé de questions. Papa, c'était mon père, c'est tout. Et maman, elle l'a su comment? Dans la foulée. Elle en a parlé beaucoup? Elle voulait absolument connaître son père. Elle Moi, l'a je trouvais connu? ça bizarre. Je dis, je sais pas si tu fais bien, parce que je suis pas sûre que voilà, tu sois bienvenue. Elle est allée au casse-pied parce qu'il en avait rien à foutre. Et il lui a dit. Donc ça lui a fait un choc. Mais moi, je trouve ça Comment elle a triste. su qui c'était, tu sais? Bah, c'est maman qui lui a dit. Ouais. Et puis, bah, Et toi, lui, tu sais il qui était- c'est? Oui, c'est le fils de l'oncle Robert. Et oncle Robert, c'est qui? Un cousin de papa. Du côté de Il y avait Verdal. l'oncle Maurice. qui est Alors en donc le fait, c'est père, encore plus compliqué que ce qui est que le frère j'imaginais. de l'oncle Robert, qui est Certains donc le pères père géniteurs d'Emmanuel. sont des cousins de mon grand-père, le marquis de Loubens de Verdal. Ah oui, oui, nous on était les vrais bâtardes. Ce qui nous sauvait, c'est qu'on était aristocrates. Et en écoutant Inès, je découvre que le géniteur de la plus grande sœur, Emmanuel, est l'oncle du géniteur de ma mère. En gros, ma grand-mère a fait 2 enfants avec un oncle et son neveu. Salut Emmanuel. T'as froid? Non, un petit peu, mais ça va. Oh là là, mais ça a changé ici. Tu as vu les 2 photos de ta mère? Ouais, je les ai vues tout de suite en Elles sont rentrant. belles, hein? Ouais, c'est marrant que t'aies des photos d'elle. Bah, c'était ma sœur préférée. Tu te rends compte que je suis sa sœur et en même temps sa tante. C'est pour ça qu'on est tous un peu givrés. Je l'avais élevée, alors c'était ma sœur préférée. Pourtant, elle a déconné, hein. Oui, mais elle était tellement gentille quand même. Ah bon? Oh, tu peux pas savoir. Bah non, je peux pas savoir. Non. Tiens, je vais te montrer d'où on descend. Emmanuel me raconte l'histoire de cette famille, Oui. les 2 Oui. Loubens de Et avant, Verdal, c'était un château dont l'un des fort ancêtres qui a été participé aux reconstruit croisades au en XIe nouveau. siècle. C'est pas terrible, Une vieille hein. famille tradie dans laquelle les convenances, les non-dits et les silences priment sur le bonheur des individus. Tu vas- Hugues de Loubens de Verdal, né Ouais. en 1531 au château de... Après une grossesse cachée à 17 ans, le mariage de ma grand-mère a donc été arrangé avec un cousin, mon grand-père, le marquis. Lui aurait préféré entrer dans les ordres, mais il était l'aîné de la famille, celui qui transmet le nom et le titre. Ah ouais, De destins contrariés. 1096. Tu te rends compte? Ah ouais. Et ma grand-mère était une très belle femme et préférait la fête et les hommes à ses enfants. Elle sortait beaucoup. Elle sortait par une amie, Nicole de Verneuil. Elle était mannequin. Et elle avait un château aussi. Donc, elle connaissait plein de gens. Elle emmenait maman. Donc, maman, elle a eu des tas d'amants, ou je sais pas moi. Hein. Bon, elle sortait une fois par semaine. Et tous les week-ends, elle n'était jamais là. Puis même les vacances, elle n'était jamais là. Ma mère a donc eu une enfance marquée par le manque. Un père biologique qui ne voulait pas entendre parler d'elle, et une mère absente qui ne se souciait pas beaucoup de ses enfants. C'était une génération où
Les enfants n'étaient pas forcément désirés. Et je pense que ça a été un peu le drame de sa vie. Inès et Emmanuel m'expliquent l'histoire de leur mère, ma grand-mère. Et ce n'est pas plus reluisant. Moi, j'ai été une des seules à vraiment me rendre compte que maman avait eu une enfance épouvantable. Dans cette famille, l'absence d'amour semble héréditaire. Des enfants blessés qui deviennent des parents défaillants. Il y a des choses que j'arrive pas à pardonner, mais il y a aussi des choses qui s'expliquent. Elle avait ce grand besoin d'amour, ce grand besoin d'amour. Et quand tu as ce flash de l'héroïne, c'est que de l'amour. C'est un flash d'amour. Je comprends mieux ce manque qui n'a jamais dû la quitter. Moi, je pouvais pas rivaliser. Et pourquoi c'est ton amoureux? Parce qu'il est trop beau. Trop beau comment? Bah, trop beau parce qu'il est trop beau. Ça veut dire quoi être trop beau? Je sais même pas en fait. Depuis que j'ai eu Mao, je pense tout le temps à la mort. Surtout à la mienne ou à celle de mon mec. D'ailleurs, je lui ai pas dit que mes parents sont morts. Je voudrais pas qu'elle imagine que c'est possible. Mais c'est pas que je suis son amoureuse. Mais toi, tu sais que c'est ton amoureux. Et qu'est-ce que tu trouves beau chez lui? Bah, j'ai pas vu chez lui. Mes parents, eux, ils aimaient bien flirter avec la mort, jusqu'à l'attraper. Ils ont été contaminés par le sida dans la deuxième moitié des années 80. T'avais l'impression qu'elle flippait quand elle... Non, Non? non. Ça n'a pas changé grand-chose. Au début, personne ne se rendait vraiment compte de la gravité de la chose. Parce qu'ils ont été quand même dans les premiers. Hein. À suivre sur Arte Radio.